Monsieur Miloutria, bonjour. Bonjour Sohila, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne France. Alors, sur instruction du président de la République, il sera procédé à la création d'un office chargé de l'achat auprès des agriculteurs de tous les produits de large consommation. C'est une question aujourd'hui de souveraineté et de sécurité alimentaire. Oui, justement, Monsieur le Président a donné l'instruction de créer un nouveau office qui va être chargé d'acheter les produits de large consommation, surtout les produits de large consommation auprès des agriculteurs, afin d'éviter vraiment, c'est-à-dire d'absorber, les surproductions enregistrées dans quelques produits, surtout les produits de large consommation, afin d'assurer une stabilité, non seulement une stabilité de production, et avec un prix vraiment raisonnable. Mais qu'entendez-vous aujourd'hui par les produits de large consommation? Tous les produits? Sans exception? Oui, c'est l'ensemble des produits, sans exception. C'est vrai, nous avons eu l'expérience dans le système de régulation. Donc, à travers un dispositif, une convention signée avec l'Office national des légumes et des viandes. Donc, au début, nous avons travaillé avec des opérateurs. C'est-à-dire, c'est un dispositif de régulation basé sur l'adhésion des opérateurs privés ou des organismes stockeurs dans le dispositif de régulation. Donc, ce dispositif a montré ses limites. Donc, le CIRPALAC. L'ex-CIRPALAC, c'est vrai, nous avons révisé le CIRPALAC, nous avons supprimé directement le CIRPALAC qui a été adopté en 2009. Et nous avons adopté un nouveau système où la mission de régulation a été confiée aux groupes et aux offices sous tutelle, notamment l'ONILEV et Fergo-Médit qui dispose vraiment de moyens de stockage très importants. Donc, basé sur la pesée réelle. Et aussi, nous avons travaillé sur l'étalement c'est-à-dire du calendrier de production afin d'éviter les périodes creuses. Donc, comme l'exemple de la pomme de terre, aujourd'hui, le prix de la pomme de terre par rapport à l'année passée où le prix ont vraiment dépassé les 150 dinars, aujourd'hui, nous constatons que ce nouveau dispositif va vraiment réussir et le prix de la pomme de terre n'a pas vraiment dépassé des seuils de 65 dinars. Alors, vous avez supprimé le CIRPALAC qui date depuis 2009 parce que les résultats n'étaient pas probants. Vous mettez en place un nouveau système basé, bien sûr, sur l'élargissement des prérogatives des offices, tous les offices, puisqu'on a vu aussi pour les légumineuses, l'OAIC aura l'exclusivité, bien sûr, de l'importation et de la commercialisation des légumes secs. Mais est-ce que cette vision a été faite sur la base d'un constat qui permet aujourd'hui d'éviter des erreurs antérieures, c'est-à-dire on a mis en place CIRPALAC, puis on le supprime, puis on met en autre mécanisme, puis dans 2 ans on va dire non, ça ne donne pas les résultats escomptés, il faut mettre un autre mécanisme encore en place. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Est-ce qu'il y a eu une évaluation d'étape qui a déterminé que le CIRPALAC n'était pas efficient? Bien sûr, donc nous avons travaillé nous avons fait une analyse de l'historique vraiment des dernières années, donc de l'ensemble, c'est-à-dire le CIRPALAC. Et on a trouvé que le CIRPALAC a montré ses limites, donc il est temps de revoir un petit peu le CIRPALAC, puisque vraiment, avant, nous avons, c'est-à-dire dans le passé, le calendrier de la production, par exemple, je prends toujours la pomme de terre ou l'oignon ou l'ail, donc il y a eu le changement directement du système de production. Aujourd'hui, on peut produire la pomme de terre sur toute l'année, donc il est temps de revoir et c'est-à-dire adapter un petit peu le dispositif selon la capacité de production d'abord. Il y a l'extension des surfaces, il y a le changement climatique et les périodes creuses, et on change donc. Il est temps de revoir un petit peu le dispositif de régulation. La période du mois de Ramadan, c'était une expérience très importante pour nous, pour tirer des enseignements. On a intégré plusieurs produits dans le dispositif de régulation. Donc, on a renforcé le rôle des offices dans la régulation. Donc,
on a tiré des leçons, donc il est temps de créer un nouveau organisme chargé de la régulation de produits de large consommation. Je donne l'exemple le problème de l'oignon aujourd'hui. Il y a la fluctuation du prix parce que dans la campagne 2021-2022, il y a eu une baisse vraiment des prix de l'oignon, ce qui a vraiment impacté les surfaces. C'est-à-dire les agriculteurs ont diminué les surfaces dédiées à cette culture. Donc, nous avons enregistré une augmentation. Et là, le premier responsable du secteur a donné instruction pour intégrer l'oignon dans le dispositif de la régulation. Donc, un prix inférieur au coût de production, un prix sur le marché inférieur au coût de production, n'incite pas les agriculteurs à augmenter les surfaces. Donc, et inversement, si le prix est très intéressant ou un prix d'équilibre sur le marché, donc, on peut assurer la continuité de l'activité sur le marché. Alors vous allez absorber toute la production, bien sûr, nationale des agriculteurs. Cela va rassurer aussi les agriculteurs qu'il y aura repreneurs, donc ils vont améliorer les rendements. C'est ça l'objectif visé aujourd'hui. C'est ça l'objectif. Donc c'est vrai, par exemple, si je prends, il y a plusieurs produits, donc c'est cas par cas, c'est selon le cas. Donc vraiment, Frigomedit depuis le début de l'année, ou la fin de l'année 2022, a commencé à travailler sur un dispositif de contractualisation avec les agriculteurs, ce qui a encouragé, par exemple, je prends les agriculteurs d'El-Oued à augmenter les surfaces et assurer la vente de produits directement avec un prix bien déterminé avec Frigomedit. C'est-à-dire, avant la plantation, il fixe un prix, un cahier de charge avec Frigomedit pour assurer, c'est-à-dire la vente du produit. Au lieu d'aller vers le marché, il va aller directement vers Frigomedit. Vous allez le faire avec tous les produits sans exception, les céréales, le lait, les produits maraîchers, les viandes également, puisque nous avons un problème avec les viandes rouges. Au mois de Ramadan, nous avons intégré les viandes blanches dans le dispositif de régulation à travers l'ONAB. Il y avait donc l'ONAB a été chargé c'est-à-dire d'acheter le surplus sur le marché dans les périodes de surproduction. En même temps, le prix de vente a été plafonné, qui ne dépasse pas les 350 dinars. Donc l'ONAB travaille sur la régulation des viandes blanches aussi à travers des contrats ou un dispositif ou biangulaire avec les privés. Donc l'ONAB achète directement chez en plus des mises en place propres à l'ONAB dans ces unités de production. L'ONAB a acheté directement, a signé des conventions biangulaires ou des contrats chez les privés, voilà. Alors, bien sûr, des soutiens seront à la fois accordés aux producteurs et aux éleveurs, puisqu'on a vu que, par exemple, pour l'aliment de bétail, qui a augmenté, dans le prix a augmenté sur les marchés internationaux, l'État est intervenu pour amoindrir les effets de cette augmentation par rapport au prix de revient qui est concédé par l'ONAB aux éleveurs et aussi aux agriculteurs. Et justement, donc... pour les céréales, le même principe. Donc on ne peut pas parler d'élevage et de régulation sans parler surtout des viandes blanches, sans parler de l'aliment, parce que l'aliment... Et l'impact sur les marchés internationaux. Oui, l'impact sur le marché. Donc l'aliment, c'est-à-dire représente 70% à 80% du coût de production. Donc si on veut stabiliser vraiment le prix des viandes blanches sur le marché, il faut travailler sur la stabilisation des prix des aliments de bétail. Avec l'augmentation du prix des intrants biologiques ou les matières premières, surtout le maïs et le tourte soja sur le marché international, il y avait plusieurs mesures afin d'atténuer ou de cet impact sur le marché national. Donc nous avons supprimé la TVA, il y avait plusieurs avantages pour les agriculteurs. Donc tout ce qui est matières premières rentrant dans la fabrication d'aliments de bétail sont exonérés de la TVA. Deuxièmement, nous avons accordé à l'ONAB une part importante dans l'importation du maïs qui représente plus de 35%. Donc afin de réguler le marché, l'ONAB va c'est-à-dire vendre l'aliment avec des prix bien étudiés.
Alors aujourd'hui, si on parle bien sûr de cette instruction du président qui a été adoptée, bien sûr, qui a été donnée il y a quelques jours au ministère de l'Agriculture pour mettre en place un procédé qui va faciliter la création d'un office chargé de l'achat auprès des agriculteurs de tous les produits de large consommation. Est-ce que on verse dans un système similaire à ce qui existait durant les années 80, 70 même, ce qui s'appelait l'OFLA à l'époque, qui était un système de régulation et qui permettait aussi à la fois la vente directe des produits aux consommateurs? Oui, justement, donc nous pouvons, c'est-à-dire adopter presque le même la même approche, c'est-à-dire de l'ex-ONAFLA, parce que on a les groupes, par exemple, je prends le Frigomedit qui a vraiment un patrimoine très important des entrepôts frigorifiques hérités des anciennes entreprises dissoutes. Je prends l'exemple de l'ONAFLA, la COPSEM, les ex-coopératives, donc on s'oriente vers le même système pratiquement. Pratiquement c'est le même système, donc afin de peser plus sur le marché. Par exemple, si je prends la Frigomedit aujourd'hui, elle a 31 entrepôts frigorifiques, donc répartis sur le territoire national. C'est des anciens entrepôts qui ont fait l'objet d'une réhabilitation, donc avec une capacité qui dépasse les 250 000 mètres cubes, et un nouveau programme d'investissement en cours concernant 30 entrepôts frigorifiques, c'est-à-dire sous froid. Quelle est la valeur de cet investissement qui est en cours, les 30 entrepôts frigorifiques répartis sur 30 wilayas. Et on a 9 complexes de collecte des produits agricoles et 5 complexes logistiques, des bases logistiques. Donc, et 16 complexes de stockage et de commercialisation des produits agricoles. Donc le montant, j'ai oublié, donc c'est un montant que le financement c'est sur le fonds propre de l'État, donc directement c'est un soutien de l'État afin de renforcer le rôle du groupe agrologue. Donc si le groupe c'est le même principe pour les autres aussi offices, renforcer leur capacité de stockage, parce qu'un des mécanismes de régulation c'est le stockage. C'est le stockage, c'est un indicateur très important. Et là, on était défaillant, même avec l'apport du privé. C'est un indicateur très important dans le renforcement de la sécurité alimentaire du pays, la capacité de stockage. Les silos. Donc maintenant, nous travaillons sur un programme d'urgence pour le renforcement des capacités de l'OIC. Donc il y a une instruction ferme des autres autorités du pays, président de la République, du président de doubler la capacité de stockage des céréales. Le financement a été accordé, donc des cahiers de charges ont été élaborés, donc il va y avoir le lancement de l'appel d'offres pour lancer les travaux. Pour les capacités de stockage, c'est en cours, donc la majorité des complexes, presque on a réceptionné 6, les taux d'avancement des travaux. 6 silos. Non, je parle des complexes. Les silos, c'est frigorifique. Bon. Pour les silos. Pour les silos, donc. Pour les céréales. Pour les céréales, c'est en cours. Hein. C'est en cours. Le financement a été accordé au mois de février. Et nous travaillons sur les cahiers de charges afin de lancer l'appel d'offres, afin de lancer le projet. Pour la réalisation. Les délais de réalisation, vous les avez fixés également, oui, Monsieur Tria, rapidement. C'est d'ici la fin de 2023 et pour les cils, donc nous travaillons sur une nouvelle approche, c'est-à-dire d'adopter, nous avons adopté un nouveau système de stockage, c'est le stockage horizontal dont le délai de réalisation ne dépasse pas les 3 à 6 mois. Donc voilà. Alors je voudrais vous poser une question. On a vu bien sûr le franc-parler du président de la République, qui parle à bâton rompu sur toutes les questions aujourd'hui qui concernent les citoyens. Il aborde beaucoup la question de la sécurité alimentaire, avec la vision bien sûr lointaine, avec le contexte géopolitique. Il a fait une déclaration qui sonne comme un glas, qui dit que le secteur de l'agriculture est en faillite. Est-ce que cela signifie que nous n'avons pas mis en place une vision qui permet aujourd'hui d'assurer notre sécurité alimentaire, même s'il a réalisé aussi parallèlement certains résultats qui sont très probants? Monsieur Milot Tria, quel est votre commentaire? C'est la facture d'importation qui est lourde?
Oui, vraiment, nous avons deux produits vraiment 10 milliards de dollars qui pèsent sur sur la balance commerciale. C'est beaucoup plus les céréales, notamment le blé en blé tendre et le lait, la poudre de lait. C'est vrai que... les viandes maintenant. Oui, en 2022, nous avons élaboré ou adopté une nouvelle stratégie. Donc, c'est la première fois on a élaboré un plan d'action à long terme, c'est-à-dire à l'horizon 2035, et avec la participation de plus de 50 experts dans le domaine. Donc, il y a eu les assises aussi. Et ce plan d'action a été validé par les hautes autorités. Donc, ça va nous permettre de renforcer plus et réduire la facture d'importation à l'horizon 2030. Alors, Monsieur Milotria, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, les orientations du président de la République, leur application concrète sur le terrain, puisqu'il a instruit le gouvernement de se déployer sur le terrain. Le président de la République, lors de sa dernière rencontre avec les médias nationaux, a détaillé en filigrane la nouvelle vision de l'Algérie nouvelle, une Algérie en rupture avec les pratiques antérieures, une Algérie prospère, créatrice de richesses et de développement également, une Algérie où il fait bon vivre. Cette Algérie doit produire, doit se développer, doit être autosuffisante sur plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, puisque nous avons les potentialités, toutes les potentialités. Une des potentialités, c'est le développement, bien sûr, de l'agriculture saharienne, incontournable vu la sécheresse qui sévit actuellement. Alors le foncier, c'est devenu aujourd'hui une question crucial. Nous sommes le plus grand pays de l'Afrique et parfois on soulève le problème du foncier. C'est pas contradictoire, Monsieur Tria? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que le rythme, donc, parmi, c'est-à-dire en 2020, nous avons, c'est-à-dire, adopté une feuille de route du secteur. Mais alors, c'est vrai que le choix d'aller vers l'investissement structuré dans le sud. Donc, une première tranche, un premier portefeuille qui a été distribué en 2021. De foncier. De foncier, oui. D'environ 234 000 hectares. Et en 2022, nous avons distribué plus de 97 000 hectares à la fin de 2022. Monsieur le Président a donné instruction d'accélérer un petit peu le rythme de distribution du foncier. Donc, vraiment, le foncier, donc avant la distribution, nous avons besoin d'étudier d'abord le périmètre, d'étudier le sol, la disponibilité des ressources hydriques. C'est pour ça, il y avait quand même un retard dans la distribution. Mais depuis la fin 2022, nous avons accéléré le rythme. Donc, nous avons distribué la fin de 2022 et le deuxième portefeuille qui est autour d'environ 97 000 hectares. Et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une information exclusive pour vous et pour les auditeurs. Aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui dimanche, on va mettre sur la plateforme de l'Audace le troisième portefeuille foncier qui est autour de 200 000 hectares. Il va y avoir aussi la quatrième tranche ou le quatrième portefeuille d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif c'est d'atteindre 500 000 hectares irrigués dans le sud d'ici la fin à l'horizon 2025. C'est-à-dire on peut aller plus. Donc l'objectif fixé c'est 500 000 et 1 million d'hectares à l'horizon 2030. Donc, dans la 80% de ces surfaces vont être orientées vers la céréaliculture et en rotation, céréaliculture industrielle. Donc, si les 1 million, si on peut, c'est-à-dire d'ici la fin 2030, on peut, c'est-à-dire vraiment couvrir nos besoins en céréales. Alors, la troisième tranche sera bien sûr mise en ligne via la plateforme bien sûr de l'Audace à partir d'aujourd'hui. Vous avez donné bien sûr le chiffre de 200 000 hectares. Est-ce qu'on peut considérer que cette distribution se fait en toute transparence de telle sorte, est-ce qu'elle s'oriente vers les véritables bénéficiaires et les véritables agriculteurs et ne pas faire l'objet bien sûr de spéculation comme ce fut le cas par le passé, c'est-à-dire à la terre à celui qui la travaille. On est dans ce principe aujourd'hui parce qu'il faut travailler la terre. Oui, tout à fait d'accord. Et on a vu que les chiffres, même communiqués antérieurement, sont biaisés aujourd'hui. Justement, parce que je prends par exemple le premier portefeuille qui a été distribué à l'Audace et
c'est-à-dire il y avait 140 projets, quelque chose, 140 investisseurs, c'est-à-dire les bénéficiaires. Nous avons constaté que il y a c'est-à-dire presque 60% qui ont vraiment effectué des travaux, qui ont commencé l'investissement, et le reste, travailler la terre. Suite au manque de financement, et le manque de technicité, vraiment on a tiré de leçons. Donc le premier responsable du secteur a donné l'instruction de revoir un petit peu les critères et le choix des investisseurs. Donc d'attribution des terres. D'attribution des terres. Donc c'est les investisseurs qui disposent vraiment des moyens financiers et des techniques vraiment qui ont l'expérience dans le domaine de l'agriculture afin de vraiment de réussir les projets d'investissement. Mais ceux qui n'ont pas travaillé cette terre, à qui vous avez octroyé du terrain, vous allez le récupérer et le redistribuer. Donc c'est bon, on a déjà récupéré des terrains dans le sud et dans le nord, bien sûr, et redistribuer aux gens sérieux, vraiment, et qui ont de l'expérience dans le domaine de l'agriculture. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de votre secteur ministériel, vous voyez grand, c'est-à-dire vous attribuez de grandes surfaces, parce que par le passé, c'était de petites surfaces qui n'excédaient pas les 5 hectares. Et 5 hectares dans l'agriculture, on sait que ça ne sert absolument à rien du tout. Monsieur Tria, est-ce que vous avez changé cette approche aujourd'hui de telle sorte à augmenter les rendements, parce qu'on est contraint d'augmenter les rendements et de ne compter que sur nous-mêmes et sur nos producteurs et nos agriculteurs. Oui, bien sûr, justement, c'est-à-dire le choix d'aller vers des grandes surfaces, c'est l'économie d'échelle. Vraiment, il y a des investisseurs, c'est-à-dire 5 hectares, on ne peut pas, c'est-à-dire faire beaucoup d'investissements et aller vers des investissements lourds pour 5 hectares ou 10 hectares. Donc, ça va prendre du temps pour, c'est-à-dire l'amortissement de l'investissement. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont demandé des grandes surfaces et là, y compris les étrangers, monsieur Oui, Tria. y compris les étrangers. Donc, il va y avoir même des investisseurs. On a levé, c'est-à-dire... À part les trois portefeuilles déjà vraiment distribués, donc aujourd'hui on va distribuer le troisième. Donc on a réservé c'est-à-dire environ 100 000 hectares pour les investisseurs étrangers. Et il y a même donc on a levé certains tabous qui existaient par rapport au droit à la concession. Il y a des investisseurs maintenant sur le terrain qui ont même commencé les travaux. Hein. Il y a des Italiens, les Turcs, des Qataris, des Émiratis, donc vraiment c'est des investissements dans le domaine de la céréaliculture et surtout l'élevage du bovin laitier. Alors, ils vont produire essentiellement dans le domaine des céréales et dans l'élevage par rapport au lait, monsieur Miloud Tria, puisqu'on sait que les Qataris seront du côté de Djelfa pour réaliser une méga ferme de production du lait cru, avec bien sûr sa transformation et tout ce qui va avec. Oui, justement, donc c'est des élevages de grande taille, donc de 10 000 à 15 000 vaches, c'est-à-dire par ferme. Et en même temps, donc on va profiter de l'occasion, c'est-à-dire pour tirer vraiment, c'est-à-dire élargir ou extrapoler cette expérience pour d'autres wilayas. L'étendre à d'autres wilayas. Oui, bien sûr. Alors, et surtout dans quelques fermes pilotes où nous disposons vraiment des moyens, des grandes surfaces dans ces fermes. Mais est-ce que vous allez aussi éviter ce qui a été fait par le passé, c'est-à-dire revenir à des situations de monopole où on donne les terres qu'à des riches en excluant les autres? Ou alors vous êtes ouvert à tout le monde, monsieur Miloud Tria, en fonction de leur capacité? Non, nous sommes ouverts à tout le monde. C'est vrai, nous avons changé un petit peu d'approche. C'est vrai, il va y avoir la distribution des grandes fermes pour les investisseurs qui ont vraiment la capacité financière et l'expérience dans le domaine de l'agriculture, qui vont apporter le plus, c'est-à-dire de la technologie, et il y a aussi les petites surfaces. On va continuer avec les anciens programmes aussi, c'est-à-dire au niveau des wilayas, les programmes pour les jeunes, pour les porteurs de projets, et à travers bien sûr le NTA. Donc le NTA travaille aujourd'hui sur un système transparent de distribution du foncier. Nous avons récupéré plus des milliers d'hectares, donc le NTA va aussi mettre en place une plateforme numérique afin d'assurer plus de traçabilité et plus de transparence dans la distribution du foncier. Mais est-ce qu'il y a eu aussi accélération des procédures pour, bien sûr, la remise des titres de concession? Parfois, c'est pénalisant. Les investisseurs attendent des mois avant d'être régularisés. Monsieur Miloud Tria, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question qui est prise en charge
par l'ONTA, l'Office national des terres. Oui, des terres. donc pour la remise des terres agricoles. Oui, justement, donc presque pour les actes de concession, il n'y a pas de problème. Donc nous avons réglé ce dossier. Il reste vraiment les terres qui n'ont pas vraiment l'acte qui n'ont pas des terres n'ont pas vraiment l'acte de concession, et c'est des terres qui ont exploité depuis vraiment depuis l'indépendance sans acte. C'est beaucoup plus des terres arches, des terres sans acte. Donc c'est une première. On est en train d'assigner. Monsieur le Président de la République a donné instruction pour régler ces agriculteurs et les faire rentrer dans le système de production, et vont bénéficier du soutien de l'État et surtout du cadre de l'air et le reste. Et mettre fin, bien sûr, aux jachères, parce que ça porte énormément préjudice à notre production agricole. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces aspects-là, la consolidation des chiffres. Est-ce important, puisque nous avions, par le passé, déclaré, et souvent nous le disions, y compris moi, monsieur Milou Tria, mais sur la base, bien sûr, des chiffres communiqués par votre département ministériel, que pour les terres céréalières, c'est l'équivalent de 3 millions d'hectares, or qu'il s'avère aujourd'hui que nous n'avons, ou que nous n'exploitons que l'équivalent de 1,8 million. La consolidation des chiffres, donner la réalité des chiffres, monsieur Tria, ne plus manipuler les chiffres, c'est important. Oui, c'est très important. Donc on ne peut pas concevoir vraiment une stratégie de développement des céréalicultures sans vraiment des chiffres bien précis. Je parle de tous les secteurs, oui, pas seulement de la céréaliculture. Donc on ne peut pas vraiment concevoir une stratégie de développement de la céréaliculture ou entre les filières sans des chiffres bien exacts et bien précis. Même principe pour le cheptel, on parle de 32 millions de têtes, nous avons 19 millions. C'est une première. L'année passée, on a recensé l'ensemble en concertation bien sûr avec le ministère de l'Intérieur, et bien sûr le recensement. On a lancé un recensement des terres emblavées en céréaliculture. Et là, on a trouvé vraiment que les chiffres communiqués dans le passé, c'était vraiment des chiffres biaisés. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment des chiffres réels, des exploitations, c'est-à-dire la liste nominative des exploitants, des céréaliculteurs par wilaya et par commune. Mais c'est ça le principe de l'Algérie nouvelle, dire la vérité, rien que la vérité. Oui, rien que la vérité. Donc on ne peut pas vraiment déclarer comme ça des chiffres qui ne reflète pas la réalité, donc ça force un petit peu. C'est le même principe pour le cheptel. Oui, justement. De 32 millions, on passe 32 millions, c'est vrai. Le cheptel, c'est vrai. Donc, c'était une première aussi. Nous avons recensé c'est-à-dire le cheptel au niveau national. Et là, on a trouvé vraiment des chiffres différents, ce qui a été communiqué dans le passé. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, qui est essentielle, puisqu'on a vu même le président donner des orientations dans ce domaine-là. Nous avons un surplus de production, nous le savons, même si nous avons parfois des petits accidents de parcours, comme ce fut le cas pendant le mois de Ramadan par rapport à l'oignon, mais c'est faute de stockage, parce que tout se stocke aujourd'hui, tout se peut se réfrigérer. Nous avons un surplus de production, par exemple, pour l'ail. Nous envisageons aujourd'hui son exportation vers la Chine, alors qu'à un moment donné, c'était la tendance inverse. Nous importions de la Chine. On a un surplus dans la production des produits, certains produits maraîchers, la tomate industrielle. Nous avons un surplus aussi dans la pomme de terre. Est-ce qu'il faut travailler en étroite collaboration avec le secteur de l'industrie pour mettre en place des usines qui pourraient transformer ces produits au lieu de les importer, monsieur Tria, parce que l'ail séché est importé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il est sur nos étals. La transformation, c'est un moyen de régulation aussi. On vous dit, on ne consomme pas l'ail séché. Si, maintenant, on commence à consommer l'ail séché. Justement, donc l'année passée, on a une commission qui a été installée, interministérielle qui a été installée, donc composée des directeurs du deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Agriculture, afin de travailler sur d'abord d'élaborer une carte, c'est-à-dire des pôles de production. Donc nous avons déjà élaboré, identifié les pôles ou les bassins de production. Donc même la répartition des unités de transformation
et nous travaillons sur l'élaboration d'un dispositif vraiment de contractualisation, parce que nous avons, c'est-à-dire le modèle de la tomate industrielle qui a réussi, donc à travers un dispositif. Il a très bien réussi. À travers un dispositif incitatif, donc ce dispositif mis en place par les producteurs eux-mêmes. Donc on a une prime de chaque kilo produit, donc c'est le même principe pour le lait, mais ça n'a pas beaucoup marché. Et une prime d'intégration, ce qui a encouragé, c'est-à-dire de la production et la transformation de ce produit. Donc ce modèle va être extrapolé pour le reste des produits maraîchers. Mais il existe ce modèle pour, bien sûr, le produit, le lait cru, mais ça n'a pas beaucoup marché. Les gens ont pris l'argent, mais ils n'ont pas investi. Ça, c'est des réalités aussi qu'il faut dire aujourd'hui, monsieur Tria. Ça a été mis en place en 2008. Alors, je voudrais revenir avec vous sur des questions des auditeurs qui sont très importantes aujourd'hui, monsieur Tria. Alors, nous avons aujourd'hui cette facture d'importation de produits alimentaires qui est très lourde par rapport à la balance commerciale. C'est 10 milliards de dollars. Elle n'a pas baissé. Elle fait qu'augmenter, notamment pour certains produits stratégiques. Vous allez me dire, même sur les marchés mondiaux, ces produits ont augmenté. Mais comment faire baisser aujourd'hui cette facture d'importation dans la stratégie que vous avez mise en place à horizon 2030, 2040, 2050? C'est votre priorité, c'est baisser cette facture d'importation, parce qu'on reste dépendant de l'extérieur, monsieur Tria. Ok, mais justement, donc, parmi les objectifs du secteur, c'est de rationaliser et réduire la facture d'importation. Nous avons mis en place plusieurs mesures afin de réduire l'importation, surtout les produits les produits qui pèsent dans la balance commerciale. Malheureusement, il y a eu une baisse vraiment en physique, mais avec l'augmentation du prix sur le marché international, donc la facture, il y a eu une augmentation c'est-à-dire en valeur. En physique, c'est vrai, on a réussi à réduire l'importation de la poudre, par exemple, les céréales aussi, donc on a baissé l'importation, le maïs, surtout le maïs, on a réussi à réduire le volume d'importation. Malheureusement, il y a eu l'augmentation du prix sur le marché international, ce qui avait explosé un petit peu la facture de produit. Oui, mais nous sommes le plus grand pays de l'Afrique aujourd'hui, il faut le reconnaître. Nous avons de l'espace, nous avons toutes les capacités de réussir, nous avons des centres universitaires qui accompagnent cette dynamique aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est des plus formidables et qui ne cherche qu'à travailler, monsieur Miloud Tria, puisqu'il y a de la valeur ajoutée, il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. On a par exemple l'exemple de l'Inde, qui sont pratiquement 2 milliards, nous ne sommes que pratiquement 46 ou 47 millions d'habitants, et qui n'importent plus de produits agricoles, monsieur. Ils arrivent à nourrir toute la population. Est-ce qu'on pourrait atteindre aujourd'hui ce niveau de ces pays, monsieur Tria? Oui, bien sûr, l'Inde, c'est un pays émergent et qui fait partie des BRICS. Oui, bien sûr. Donc, dans le nouveau plan qui a été adopté par le secteur en 2022, donc, nous avons travaillé avec des experts dans le domaine. Donc, on va s'orienter beaucoup plus vers l'investissement dans le sud, donc d'aller vers 1 million d'hectares à l'horizon 2030. 1 million d'hectares, dont 80% vont être réservés à la production des céréales. Donc, vous imaginez, donc avec un rendement de moyen de 60 à 70. On peut faire plus vite, on peut aller vers 2 millions d'hectares, 3 millions d'hectares. Donc ça va prendre du temps. Donc au fur et à mesure, on est en train d'augmenter, c'est-à-dire les surfaces et les surfaces distribuées dans le sud. Donc aujourd'hui, nous avons distribué en 2022, on est arrivé à 233 000 hectares. Aujourd'hui, on va lancer les 200 000 hectares. Donc c'est 400 000 hectares. 400 000 hectares avec un rendement de 60 quintaux ou 70 quintaux. Et vous imaginez. Donc il faut faire vite. Oui, il faut faire vite, il faut accélérer. Donc, ce que nous sommes en train de faire, et là, en rotation, il va y avoir l'introduction du maïs et la betterave sucrière et la culture de tournesol en rotation. Donc, on va essayer de vraiment couvrir d'ici 2030 nos besoins, c'est-à-dire et d'arrêter au moins d'arriver à une autosuffisance de 80% en céréales et le reste des produits. Voilà. Il faut aussi parallèlement s'ouvrir et solliciter l'expertise étrangère, puisque vous avez des modèles des pays qui ont réussi. Au Qatar, ce sont les étrangers qui travaillent la terre. C'est le même principe pour l'Arabie Saoudite. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur, monsieur Tria, qui vous dit aujourd'hui, normalement, le fellah,
où l'agriculteur doit produire uniquement. C'est ça, sa priorité numéro 1, c'est de produire et d'avoir de la culture. L'État doit créer une centrale d'achat de tous les produits agricoles et assurer leur distribution en associant bien sûr le privé, comme cela se fait ailleurs. Et chaque fois, le président pointe du doigt le problème. Malheureusement, certains barons freine cette dynamique. Quel est votre commentaire, justement, Monsieur Milieu Tria? Puisqu'on parle encore de cette résistance qui existe, Monsieur Tria, quand on sait que le secteur évolue pratiquement à 70% dans l'informel. C'est l'objectif de la création du nouveau office, donc il va être chargé. C'est l'OFLA, bis, avec une nouvelle vision. Même mission, oui. Avec une nouvelle vision. Il va assurer l'achat, c'est-à-dire il va acheter auprès des producteurs. Ça sera des centrales d'achat. Le stockage, assurer la mission de stockage, la commercialisation et pourquoi pas l'exportation aussi. Donc travailler sur des programmes d'exportation avec un cahier de charge bien déterminé avec les... On exporte la date. Oui, bien sûr l'équivalent de 700 millions d'euros. Je voudrais revenir avec vous sur cette autre question de l'auditeur, Monsieur Tria. Nous avons bien sûr parlé de cet office qui va devoir récupérer toute la production des agriculteurs. Ces décrets de création vont être signés ce matin pour la mise en place de cet office. C'est la vérité, c'est ça? Je suis bien informé, je dis vrai. Le premier responsable du secteur a donné instruction au groupe agrologue de créer directement cet office. Aujourd'hui. Donc juridiquement un office avec un statut juridique un petit peu vraiment donc pour que l'office peut avoir une autonomie, une liberté, plus de liberté pour aller directement ou intervenir rapidement sur le terrain pour l'achat des surplus. Oui, mais il va prendre les surplus. L'OAIC va prendre le surplus, l'ONIL va prendre le surplus par rapport au lait. Vous avez aussi l'ONAB va prendre le surplus de viande. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quoi? Il va prendre aussi les surplus de la production. Et toutes les productions de large consommation. Donc, les céréales, c'est de large consommation. Et l'OAIC récupère. Oui. C'est l'OAIC. Donc, il n'y aura pas de chevauchement de prérogatives entre les différents offices. L'OAIC va rester sur les céréales. C'est la mission de l'OAIC. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire vraiment créer, de confier la mission d'acheter les céréales, d'achat des céréales au nouveau office. Donc, je prends l'exemple de la pomme de terre. Mais cet office, il va récupérer ce surplus de production pour le mettre à la disposition des consommateurs, parce que les autres, sur le marché dans les périodes. Les autres, ils vendent aux professionnels et mettent sur le marché. Et aux transformateurs aussi. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la pomme de terre. L'année passée, le Frigomedite a constitué un stock très important qui nous a permis d'assurer, c'est-à-dire la régulation du marché. Donc, nous avons vendu la pomme de terre avec des 40 dinars et 45 dinars. Il y a même des transformateurs qui ont signé des contrats directement avec Frigomedite afin de s'approvisionner directement auprès chez Frigomedite, puisqu'ils trouvent des difficultés à trouver vraiment le produit sur le marché et avec un prix vraiment stable. Alors, autre question de l'auditeur, quelle est la position du gouvernement aujourd'hui du secteur de l'agriculture vis-à-vis des agriculteurs qui ont bénéficié de concessions agricoles, qui les ont cédées sous diverses formes en toute impunité et continuent à le faire aujourd'hui, Monsieur Milieu Tria? Il y aura des poursuites? Justement, donc dans ce cas, c'est vrai, il y avait un groupe de travail qui a été installé dans le commissaire d'agriculture avec bien sûr. Il y a même des sous-locations. On loue au nom d'un fellah et on donne à un industriel. Et aussi, il y a une recommandation c'est-à-dire des assises, donc va travailler sur le droit de cession aussi. Donc il y a des fellahs qui veulent désister ou c'est-à-dire directement au lieu d'aller, parce que il y a la vente déguisée ou des agriculteurs qui louent directement des terrains. Donc on va essayer de donner ces terres aux gens vraiment. Alors, autre question de l'auditeur qui est très pertinente. Je voudrais revenir sur cette question. Une auditrice, l'Aïd al-Adha est dans 1 mois et demi. Avec la tension sur les viandes rouges, on appréhende le prix du mouton. Sera-t-il accessible aux citoyens? Que prévoyez-vous au niveau de votre département ministériel? Est-ce qu'on envisage encore de renforcer l'importation des viandes pendant cette période? Monsieur Tria. Justement, donc... vous êtes en train de travailler sur la question. Oui. Et vous appréhendez d'ailleurs. Bien sûr. Donc, l'expérience du mois de Ramadan, donc...
une instruction a été donnée aux offices et aux groupes, c'est-à-dire même de la maintenir au-delà au-delà de Ramadan. La semaine prochaine, il y a un bateau. Les points de vente aussi. Donc on Mais va la semaine continuer prochaine, il y a avec un la bateau. vente directe jusqu'à la baisse des prix. Mais la semaine prochaine, il y a un bateau qui arrive, bien sûr. Oui, il va y avoir de bétail. De bétail, oui, du bovin vivant. Donc on va continuer à réguler le marché surtout pour les viandes rouges, jusqu'à la baisse des prix. Oui, mais pour le mois de Ramadan, comment vous allez faire? On va importer du cheptel. Mois de Ramadan. Pardon, excusez-moi, pour l'Aïd al-Kibir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez importer du mouton? Justement, donc on n'a pas encore tranché, mais pour importer. Donc aujourd'hui, il y a les problèmes des intermédiaires sur le marché. Donc on va essayer d'ouvrir, c'est-à-dire des points de vente directs des éleveurs, c'est-à-dire des points ou des marchés de proximité. Direct, c'est-à-dire éleveurs citoyens. Alors je vous pose cette question et la dernière est rapidement, Monsieur Tria. Est-ce que ces prix sont justifiés quand on sait que le prix de l'aliment de bétail est pris en charge par l'État? Le différentiel est pris en charge. C'est de la spéculation purement et simplement? Oui, c'est la spéculation et les intermédiaires aussi. C'est-à-dire l'augmentation du nombre des intermédiaires. Monsieur Milou Tria, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. à vous. À bientôt. Au revoir. À demain.